Bon alors on va filmé. terminer sur une touche plus légère, parce que là on est vachement sérieux, hein, vous vous rendez compte, je suis à peu près sûr que vous dormez de l'autre côté de votre clavier là. On va parler de la musique. Alors il y a eu James Horner qui a divisé, et il y a eu Hans Zimmer qui lui a été adulé, et je me demande pourquoi, parce que je tiens à le dire tout de suite, sa musique pour Amazing Spider-Man 2, je n'adhère pas du tout. Je déteste, mais alors complètement, c'est pas de la musique pour moi, c'est un amas de bruit. Je pense que tu concéderas quand même qu'on est loin d'une composition figurative à la John Williams. Enfin, c'est vrai que tu me reprochais tout à l'heure, oui, je parle tout le temps de John Williams, mais c'est vrai que quand on parle de musique figurative, c'est le premier nom qui nous vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Hein. James Horner en fait partie, mine de rien quand même. James Newton Howard, Elfman, bien sûr, Danny Elfman. Harry Gregson Williams, par exemple. Je connais moins Harry Gregson Williams. Mais... Hans Zimmer, malheureusement, c'est là qu'on est parti en digression et que ça a coupé, je pense aussi. Hans Zimmer, il est malheureusement dans une optique qui consiste à enchaîner les projets dans un but purement alimentaire. Time is money, hein, n'est-ce pas? Et pour ce faire, pour pouvoir, parce qu'il enchaîne quand même pas mal de films, il a au moins une dizaine de projets par an, hein, minimum, pour pouvoir enchaîner les projets, ben, il a une méthode bien à lui qui consiste à je te fais un thème et je te le remets tout le temps, encore et encore, sans changer une traître note, sans monter d'un ton, sans rien du tout. Man of Steel, c'est le, voilà. C'est le caricatural. C'est le syndrome Man of Steel, c'est-à-dire que Man of Steel, vous entendrez le thème du Général Zod, même quand il n'apparaît pas à l'écran, hein, tout le temps, pour toutes les scènes de baston. Je pense que ça, vous l'avez entendu en long, en large et en travers. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, moi, ça a été une overdose. Je me suis dit, mais punaise, quand est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus tangible, quoi, parce que c'est lourd, quoi, à force, c'est lourd. Et pour Amazing Spider-Man, c'est pareil. Et Amazing Spider-Man, bon, Hans Zimmer, il a quand même un atout, c'est qu'il est capable de faire des thèmes qui restent dans la tête. Contrairement à d'autres compositeurs, je pense notamment à Cliff Martinez, qui a composé Drive. Je pense que de Drive, vous avez plus retenu les chansons, que vous n'avez pas retenu la musique de Cliff Martinez. Et c'est normal, parce que Cliff Martinez, il a fait, dans les ambiances, c'est vraiment très atmosphérique, quoi. Soit dit en passant, dans les films de Willing Refn, les musiques de composition, on les retient pas. Ouais, on retient, moi je me souviens de Branson, c'est peut-être celui que j'ai le plus apprécié. On se souvient des bonnes vieilles chansons des années 80, voire 70. C'est une volonté du réalisateur aussi, hein, c'est tout. C'est un peu comme Kubrick et la musique classique, quoi. Mais là, Hans Zimmer, là c'est pas une volonté du réalisateur, parce que je pense pas que Mark Webb, il est spécialement voulu Hans Zimmer. Il disait qu'il a été très satisfait du boulot de James Horner. Pour le coup, là, ce sont les producteurs, à mon avis, qui l'ont imposé. Parce que voilà, dès qu'on dit Hans Zimmer, on dit, voilà, ça va marcher. En plus, Hans Zimmer est connu pour être quelqu'un de très conciliant, qui se plie devant les volontés des producteurs. Il l'a notamment prouvé avec Pirates des Caraïbes 4, d'ailleurs c'est une honte cette BO. Un exemple tout bête, le thème des sirènes dans Pirates des Caraïbes 4, c'est ni plus ni moins que le thème de Da Vinci, enfin un des thèmes de Da Vinci Code qui a été repris, tout simplement parce que les producteurs avaient fait monter le film en mettant la musique de Da Vinci Code. Et quand Hans Zimmer est arrivé, ils lui ont dit, enfin, les producteurs, le producteur, c'était Jerry Bruckheimer, lui dit bah mon petit Hans, tu vas me faire un thème similaire parce que ça marche trop bien avec la scène. Voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, Hans Zimmer conciliant, donc on le met là, et donc oui, il signe des thèmes qui sont mémorables. Je pense que tout le monde va me citer Electro, le fameux thème électro d'Electro. Et là, je dois dire, vous vous rendez compte à quel point Hans Zimmer est franchement pas inspiré par le projet, au point de toujours nous servir le même jingle musical à chaque fois qu'apparaît Electro. C'est-à-dire oh, Electro il est là. Non, il est ici. Non, je suis là. Au bout d'un moment, le wham bam, la déflagration de basse, on en a ras la casquette. Même Spider-Man le dit. Oui, même Spider-Man le dit, je déteste cette chanson. Oui, mais moi aussi je la déteste cette chanson. En plus, à chaque fois qu'Hans Zimmer n'est pas emballé par un projet, il s'entoure toujours d'une pléthore de chanteurs ou d'autres compositeurs. Pour Pirates des Caraïbes 4, il s'était entouré de 2 guitaristes, c'était Rodrigo et Gabriela. Et là, The Magnificent Six, les 6 magnifiques. Plus pompeux que ça, tu ne trouves pas. Alors, j'ai pas retenu tous les noms des fameux magnifiques 6. Par contre, j'ai retenu un d'entre eux, vous
connaissez, c'est Pharrell Williams, c'est le mec qui chante I'm so happy. La chanson qu'on écoute en long, en large et en travers, qu'on a envie de zapper tellement elle est agaçante. Et là, il fait les... Hans Zimmer lui a collé un rôle qui me fait mourir de rire, il lui a collé le rôle des voix dans la tête d'Electro. C'est un truc vachement subtil, c'est-à-dire t'as Pharrell Williams qui est derrière son micro et qui s'excite comme un beau diable. Et le problème c'est que c'est tellement noyé dans un amas de bruit, de bruitage, de musique électronique, qu'on l'entend même pas à l'écran, c'est ça qui est malheureux. Même en VOST-FR. Alors si on l'écoute, mais il faut avoir le casque dans les oreilles, alors... En VO, c'est même complètement passé à côté. Ah non, mais c'est catastrophique. Et c'est d'une subtilité, franchement, c'est lourd, quoi. C'est grossier. De la part de Hans Zimmer, qui a quand même été capable de faire un fort joli thème pour le Joker dans The Dark Knight, un thème déchirant pour Double Face dans le même Dark Knight. Le double face, ça commence, c'est pesant, et puis à la fin, vous avez les cordes qui montent dans les aigus, mais de manière complètement déchirante, à l'image du personnage qui perd complètement pied dans la fameuse scène où il menace le fils du commissaire Gordon. On l'a connu beaucoup plus subtil que ça, et bon, voilà, pas emballé par le projet, très certainement. Moi, j'aurais presque tendance à dire qu'Hans Zimmer devrait prendre un congé, parce que je pense que depuis Inception, en fait, je crois qu'il n'y a que Christopher Nolan qui arrive encore un tant soit peu à l'inspirer au niveau des musiques, parce que Lone Ranger, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit, décidément, il a bien dû en faire d'autres, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Lone Ranger, quand on voit que Lone Ranger, il a pris l'ouverture de Guillaume Tell pour toute la scène d'action à la fin du film. Même c'est le thème du film d'ailleurs. C'est le thème du film, c'est normal, parce que c'était le jingle de l'émission radiophonique de Lone Ranger. C'est délirant même du film. Ben, oui, c'est bien de faire un clin d'œil, mais je sais pas... Le faire dans toute la scène finale, déjà, c'est une grosse erreur, ça rend le film plus loufoque qu'il ne l'est. Il y a quand même des thématiques sérieuses, Lone Ranger. Et il sombre quand même, je t'aime. Oui, bah, il y a quand même le thème de la vengeance, il y a le thème de la mort des Indiens, enfin, voilà, c'est quand même, voilà, c'est sérieux, quoi. Et à la fin, on a Johnny Depp qui fait des cabrioles avec... En plus, c'est pas comme si c'était pas une musique qui avait été utilisée en long, en large et en travers. Je pense que l'exemple qui va nous venir, c'est Orange Mécanique. Ah, Orange Mécanique, Orange Mécanique qui a parlé. J'adore ce film. Oui, mais il y a l'ouverture de Guillaume Tell dedans. Oui. Il n'y a pas que. Hein. Oui, mais elle y est. Et je pense que à chaque fois qu'on écoute cette musique, tout le monde pense Orange Mécanique. De toute façon, toutes les chansons qu'on retrouve dans Orange Mécanique, moi quand je les entends dans une pub, j'ai envie de te dire, la première chose qui vient, c'est les scènes glauques qui est associée à la scène. Qui sont associées avec qui est associée à la musique. d'Orange Mécanique. Donc voilà, tout ça pour dire qu'Hans Zimmer, il est décevant. Man of Steel, elle a été décevant. Enfin, bon, alors ça c'est sûr, on n'allait pas lui demander de faire un thème comme celui de John Williams, ça faut pas rêver non plus. Mais je pense qu'on était en droit d'attendre quelque chose de plus fin, beaucoup plus digeste. Plus varié aussi. Que cet amas de percussions, parce que du coup Man of Steel c'est un amas de percussions, on retient que ça. Il y a même carrément une musique, c'est la scène du pétrolier. Non, de la plateforme pétrolière. Oui. Là c'est c'est que de la batterie, quoi. D'ailleurs sur la photo de l'album, il y a ouais, je crois qu'il y a 3 ou 4 batteries pour le film, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est de la percu, quoi, Man of Steel. Et bon, Amazing Spider-Man c'est moins de la percu, mais voilà, c'est des samples que je te prends comme ça, puis je te les bidouille comme ça pour que ça fasse un tant soit peu de musique. Franchement, le double album que j'ai acheté, c'est pas digeste pour dessous et c'est très agaçant à écouter, quoi. Et il y a d'autres personnages comme le Bouffon Vert qui a un thème complètement transparent. On retient plus celui de Danny Elfman que celui de Hans Zimmer pour le coup. Ah si, le coup des violons là. Ah oui, là tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas là, mais on va pas dire que ça casse pas 3 pattes à un canard là aussi quand même, bon. Donc Hans Zimmer, non, et quand je vois les gens qui bavent dès qu'il y a son nom... c'est excessif, c'est vraiment excessif. Faut raison garder, même le meilleur compositeur, même John Williams, a des compositions des fois un peu plus moyennes, quoi. Je veux dire, il y a des époques où ils vont être un peu moins inspirés, hein. Je veux dire, par exemple, moi, Danny Elfman, les années 2000, j'ai pas... Fin 2000, oui, mais... cette transition 2000... Et le problème d'Hans Zimmer, c'est ce que je disais... voilà, ils ont tous leurs limites, quoi. Le problème d'Hans Zimmer avec cette méthode de travail, qui consiste à enchaîner les projets alimentaires du talent, rapidement,
déjà, bon, c'est pas bien pour son talent, ça c'est sûr. Il est capable de faire mieux, mais c'est surtout, il donne le mauvais exemple à d'autres compositeurs tout aussi talentueux que lui. Je pense notamment à Jeff Newton Howard qui a bossé avec lui pour Batman, qui a vu sa méthode de travail et qui l'a adopté derrière. Ça a donné 10 années de BO vache maigre. Les spécialistes de BO, ils étaient désespérés de voir James Newton Howard se perdre dans des projets comme The Green Hornet, comme The Bourne Legacy, où d'ailleurs ils l'ont même carrément accusé de même pas avoir composé une traître note. C'était son équipe qui avait composé les trucs, il a juste mis son nom sur la BO. Le dernier film où il a composé, il est quand même revenu au bout de 10 ans, il est sorti des ténèbres, c'est Maléfique. Voilà, heureusement qu'il y a eu Maléfique, hein, parce qu'on commençait à dire, James Newton Howard, c'est fini quoi. Il y a eu Blanche-Neige et le Chasseur, mais c'était pas encore ça, mais avec Maléfique, il est enfin revenu à sa manière de composer bien à lui, et j'espère qu'il va y rester, parce que... mais il y en a d'autres, des comme ça, un autre là, que je pense, là, je mettais beaucoup d'espoir sur lui, j'aimais bien ce qu'il composait, c'est Henry Jackman, qui a composé X-Men le commencement. Voilà, je suis désolé, la musique pour Captain America, le soldat d'hiver, je sais pas si t'en as des souvenirs, tu connais mieux le film que moi, mais moi ça m'a... c'était pas transcendant. Moi hein. j'aime bien le thème, le thème du premier film, c'était Alan Silvestri. Qui a été repris d'ailleurs dans Avengers et qui est repris plus ou moins dans la suite de Captain America 2, quoi. Mais moi la BO elle m'a pas marqué. Alors non, mais parce qu'il adopte la même méthode, je crois même qu'il a bossé dans l'équipe d'Hans Zimmer. Je crois même qu'il bosse toujours pour l'équipe d'Hans Zimmer, Henry Jackman. Enfin tout ça pour dire voilà que voilà, il y a une influence un peu on est un tournant au niveau de la musique de film qui me plaît pas beaucoup, à beaucoup de monde. J'ai regardé là récemment le documentaire là sur Michel Polnareff, sur son retour avec un nouveau CD. Lui qui a bossé pour des musiques de films comme par exemple la Folie des Grandeurs, il le dit lui-même, la musique de film avant c'était des mecs qui se cassaient la tête à faire des thèmes mémorables. Maintenant, quand tu sors du cinéma, tu te surprends de ne pas pouvoir chantonner une seule note de la BO. Parce que c'est un amas de bruit et que c'est tellement atmosphérique et transparent que vous vous en rendez même pas compte. Alors Hans Zimmer, il arrive à truander parce qu'il arrive quand même à pondre des thèmes mémorables, mais vous verrez, il prend les thèmes et puis il fait copier-coller et puis il te les met à différentes scènes et puis il n'y a aucune recherche musicale en tant que telle. Alors qu'un mec comme John Williams, il prend le thème, il va faire une variation autour du thème, ça sera le même thème, il y aura quelques petites nuances et ainsi de suite. Et chaque nuance a son importance à l'image. On se rend compte, c'est pas tout de changer une note, mais ce changement de note a un impact sur l'image. Hans Zimmer, il n'est plus du tout dans ça. Hans Zimmer, il est « je te fais de la musique au kilomètre ». Ça passe parce que ça va bien avec la scène, mais au niveau procuration d'émotions, on y est moins. Alors apparemment pour Interstellar, il s'est lâché. Comme je disais, il n'y a qu'avec Christopher Nolan qu'il arrive à faire encore quelques trucs sympatoches, mais... Prends des vacances, Hans. Prends des vacances, je pense que ça te fera le plus grand bien, parce que là, et le fait de devoir aligner les projets alimentaires, c'est pas bon non plus pour ton image. Là, t'as encore des fans mordicus, mais franchement, moi, j'étais un grand fan d'Hans Zimmer, j'ai aimé Gladiator, et encore si Gladiator c'est lui qui l'a composé, parce qu'apparemment il y a des doutes là-dessus. Moi, je vais me faire lyncher. Non, apparemment c'est Klaus Badelt qui a composé Gladiator, Hans Zimmer a juste mis son nom, et inversement c'est pas Klaus Badelt qui a fait Pirates des Caraïbes 1, c'est Hans Zimmer. C'est une trop longue histoire, on vous la racontera un autre jour. Peut-être si on fait la saga Pirates des Caraïbes, on racontera comment il a créé la musique Hans Zimmer, c'est à pas piquer des verres. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi je voulais juste intervenir sur un point, comme tu disais... Dépêche-toi, t'as plus que 5 minutes. Non mais des fois on n'est pas sensible à la musique, c'est une vérité. Moi je vous conseille de vous mettre au défi, de regarder un film qui ne comporte pas de musique. Des fois on se rendra compte qu'on a vu un film où il n'y a pas une musique. Et on sort pareil que comme si on avait vu un film avec une musique où on n'a rien retenu. Moi j'ai été surprise des fois de regarder des films où il n'y avait pas une traître note de musique. Et je me suis dit, j'ai été pris par le film. Et pour autant, il n'y a pas une traître note de musique. Et là, je me dis, il y a un problème quand même, parce qu'on ne se rend même plus compte qu'un film ne comporte pas de musique.
ou inversement qu'on porte une musique qui nous reconnaît. Mais comme je te dis, c'est parce que les musiques qui passent inaperçues. Non, mais je dis, voilà, je conseille de voir, et on a quelques films voilà, qui n'ont pas de musique. Je te parle de Drive. Tout le monde a porté au nu la musique de Drive en disant la musique est géniale. Même moi le premier, j'ai dit la musique dans ce film elle est géniale. Oui. Mais je me suis vite rendu compte qu'au-delà des chansons comme Rio Leo de College, je crois que c'est ça le nom du type qui fait ce genre de musique, les musiques de Cliff Martinez, j'en retiens pas une note. De toute façon, pour moi, Winding Refn, oui, tu l'as dit. De toute façon, c'est un peu comme Kubrick, il utilise, ou même comment il s'appelle, celui qui a réalisé Le Nouveau Monde et The Tree of Life, zut. J'ai mangé son nom. C'est des réalisateurs qui utilisent soit de la musique classique, ou Winding Refn, lui, c'est d'utiliser des gros titres des années 80, des années 70, et ça fonctionne comme ça, ces films. Ça fonctionne pas avec une BO orchestrée comme un, je sais pas, comme un Burton, comme un Spielberg. Non, ça fonctionne. Faut dire que Drive, il fait très années 80 quand même, comme film. Ah ouais, moi je conseille de voir, c'est Bronson. Tu l'as pas vu, c'est vrai. Moi je conseille Bronson. Ouais, il est un peu intemporel, Drive, c'est pour ça que... Mais les musiques marchent, les chansons marchent bien. Et même les musiques de Cliff Martinez vont bien avec certaines ambiances, mais vous ne retiendrez pas la musique. C'est Terrence Malick. Voilà, j'ai retrouvé le réalisateur. Voilà, c'est le gros problème de la musique actuelle, et j'espère qu'on va en sortir, parce que quand on voit James Newton Howard qui a succombé aux sirènes de l'argent facile, même la musique pour Shyamalan, pour After Earth. Pourtant Shyamalan il a toujours réussi à l'inspirer, James Newton Howard, même cette musique là, ça a été une catastrophe.